2023, plusieurs fosses communes et de restes humains ont été découverts à Kishiché, au nord Kivu. Le village de Kishiché porte déjà le surnom de village martyr. Et puis, le Kenya a lancé son premier satellite dénommé Taifa 1 qui va apporter une contribution significative à l'économie du pays. Ce satellite est dédié à la collecte des données liées à la gestion de catastrophes et à l'agriculture. Mesdames et messieurs, voilà les sommaires de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ces journaux. Commençons cette session d'information avec la situation confuse dans le Nord Kivu après la reprise de combat entre l'armée congolaise et le rebelle du M23. Le lieutenant-colonel Kaiko Njike, porte-parole du gouverneur militaire Constant Dima du Nord Kivu, fait la mise au point. Patrick Ilunga a recueilli ces éléments. Avec véhémence les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23/RDF, selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elle considère cependant cela comme étant un jeu de pyromanes sapeurs-pompiers, orchestré de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au mont Nyindu en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milieux communément appelés les Wazalendu au M23/RDF, n'engage en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ces faits, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée, s'est employée à rechercher les auteurs de ces coups de feu et à interpeller 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Fait à Goma le 12 avril 2023. Restons dans la province du Nord Kivu où plusieurs fosses communes et de restes humains ont été découverts à Kishiché. Et c'est après que le rebelle du M23 se sont retirés. Le village de Kishiché, victime de massacres de masse perpétrés par le mouvement terroriste M23, porte déjà le surnom de village martyr. En novembre dernier, plus de 200 personnes y avaient été assassinées. Encore une fois, Patrick Ilunga. Ce sont des découvertes qui confirment le caractère nocif des rebelles. Les rebelles de M23 ont eu la gâchette facile contre les Congolais au Nord Kivu et dans le village Kishiché qui, à lui seul, est devenu le symbole des malheurs des Congolais pendant cette guerre. Les retraits des rebelles de certains territoires conquis permettent de lever les voiles sur les crimes odieux perpétrés en cachette, à l'abri des regards. Des fosses communes, des restes humains, c'est le visage de Kishiché actuellement. Nul ne sait pourquoi ce village a payé ainsi leur tribut. En novembre dernier, plus de 200 personnes y étaient assassinées par les rebelles selon les autorités congolaises. Les Nations Unies ont confirmé les tueries en masse dans ce village. Si l'ONU a avancé les chiffres de 171 personnes tuées dans cette bourgade. Selon des témoignages, à la fin du mois de novembre de l'année passée, le M23 s'était lancé dans une chasse à l'homme ciblée à Kishiché. Les rebelles s'étaient adonnés à une fouille systématique des maisons et avaient abattu tous les individus masculins qu'ils trouvaient sans qu'aucune force ne vienne arrêter cette aventure lugubre. Retournons à Kinshasa où les populations font face aujourd'hui à des problèmes d'embouteillage monstres. Pour résoudre ces problèmes, un groupe d'experts a proposé au ministre des Transports un plan. La cérémonie de remise de ces plans a eu lieu ce mercredi au bâtiment de la territoriale à Kinshasa. Maris Boleli.
C'est une stratégie pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa est devenue coutumière, surtout à des heures de pointe. Les plans pour fluidifier la circulation est une innovation à laquelle les autorités du pays, à l'instar du ministre de Transport Marc Ekila et du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, promettent d'apporter soutien et suivi pour une meilleure application. Je suis content de l'initiative menée par mon collègue des Transports et Voies de Communication. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des aires fixes utilisées comme sens unique et à d'autres aires comme les sens inverses. Donc, je pense que c'est un début de recherche de solutions au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié les projets tels que présentés. Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. Les experts auteurs de ces plans de déplacement urbain croient que l'application de la stratégie proposée pourra faciliter la circulation dans la capitale. Avec ses 16 millions d'habitants et ses automobiles estimées à plus d'1 million, Kinshasa avait plus que besoin d'une solution intelligente pour rendre plus fluide la circulation dans les grandes artères. Il faut dire que la problématique des embouteillages est souvent soulevée par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans plusieurs réunions avec les membres du gouvernement. Le chef de l'État n'a cessé d'instruire le gouvernement de mettre en place des stratégies pour résoudre le problème de bouchons dans la ville. Passons à présent au dossier du jour du journal de ce soir. Considéré comme secteur de croissance économique et créateur d'emplois en vue de garantir à la population congolaise et l'alimentation, mais aussi la santé nutritionnelle dans le respect de règles, l'élevage est d'une importance capitale pour le développement d'un pays et du développement, mais également du bien-être de sa population, et sa valorisation est une valeur ajoutée. Edouard Funda. Misé jusque-là par un arrêté interministériel Agriculture-Finance numéro 188/2013 du 3 septembre 2013 portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Agriculture et Développement rural qui lui aussi a succédé à l'ordonnance loi du 5 mai 1936, le secteur de l'élevage n'est réglementé que d'une seule facette en n'abordant que l'aspect fiscal sans tenir compte de la production et de l'alimentation humaine et animale, la santé animale, la pratique de l'élevage dans sa diversité. Or, en tant que matière relevant du domaine de la loi, ce secteur ne peut être régi que par un acte législatif et non réglementaire. C'est ainsi que sous la conduite du premier vice-président, le professeur André Mbata, les élus nationaux ont adopté mardi dernier la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage, initiative de la députée nationale Annie Mombunza. Pour une réglementation effective, cette initiative tombe à point nommé car elle permet de promouvoir l'élevage en RDC et en faire le secteur porteur de croissance économique et créateur d'emplois en vue de garantir à la population congolaise l'alimentation et la santé nutritionnelle dans le respect des règles environnementales dans le but de sauvegarder l'écosystème. Elle comble donc le vide juridique longtemps observé dans le secteur et déterminer les grands sous-ensembles sous forme de principes fondamentaux. Elle vise notamment à assurer une gestion rationnelle des espaces pastoraux, garantir une productivité et une compétitivité soutenue de l'élevage afin de minimiser les importations et de s'adapter aux conditions du marché et exigences changeantes des consommateurs, faciliter l'appui à la croissance de l'élevage et du commerce des produits de l'élevage entre la RDC et les autres pays de la sous-région, promouvoir l'industrie locale de la transformation des produits de l'élevage, attirer les investisseurs dans l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier et assurer l'autosuffisance alimentaire en luttant contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La loi comporte 7 titres et 343 articles.
Elle a été déclarée recevable et envoyée à la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable qui doit la soumettre à la plénière après toilettage et enrichissement. Actuellement, la RDC dispose d'un potentiel d'élevage de 40 millions de têtes de gros bétail. Cependant, le cheptel national congolais est très diversifié et dominé pondéralement par les caprins en termes de têtes, 14% des bovins, 15% des porcins et 60% des caprins. Il convient toutefois de signaler qu'à cause de sa tolérance à la trypanosomiase, la chèvre est élevée dans toutes les provinces de la RDC. Fort de cet avantage, la RDC est candidate pour la création d'un centre d'excellence des recherches pour l'amélioration de la productivité de la chèvre en Afrique de l'Est et du Centre dans le cadre du projet Transformation de l'agriculture en Afrique de l'Est et du Centre, avec l'appui de la Banque mondiale. L'ancien ministre de la formation professionnelle et cadre de l'Union pour la nation congolaise, Jean Ntumba, a tiré sa révérence ce mercredi à Kinshasa. C'est en raison de complications respiratoires. Il a été une des pièces maîtresses de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, et a beaucoup contribué pour la création du Cap pour le changement qui a abouti à la signature de l'accord de Nairobi entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe au Kenya. Suivez Blaise Kuzola. Doublement député national et provincial en 2018 dans la ville de Kananga au Kasaï central pour le camp de l'UNC, John Ntumba vient de tirer sa révérence depuis la nuit du mardi à ce mercredi 12 avril 2023. Cette information est confirmée par son jeune frère, le député Marcel Chipepele, qui parle de complications respiratoires qui seraient à la base de la mort de cet ancien ministre de l'information professionnelle, arts et métiers. Économiste et acteur politique, John Ntumba Panoupankole est né le 24 août 1968 à Kinshasa et est originaire de la province du Kasaï central. Il est aussi détenteur d'un master en sciences économiques, option gestion financière obtenu depuis 1999. L'infortuné a aussi assumé plusieurs fonctions dans les secteurs publics, notamment conseiller de ministre pendant plusieurs années, mais aussi du gouverneur du Kasaï central, avant d'être nommé ministre de la formation professionnelle, arts et métiers du gouvernement Ilunga Ilukamba en 2019. Le décès de ces cadres du parti politique UNC, dont la dépouille est déjà au froid, n'a pas laissé indifférent le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et autorité morale du parti, Vital Kamerhe. Pour le VPM, le décès de John Ntumba est une perte énorme pour sa famille biologique dont il était le pilier et aussi une grande perte pour les partis politiques. Le député John Ntumba était non seulement un ami, mais aussi un collaborateur de premier rang de Vital Kamerhe. Il a pris part à toutes les tractations politiques avant la création de la plateforme Cap pour le changement cash en sigle, depuis Nairobi jusqu'à apposer sa signature au nom du président national sur la charte créatrice de l'Union sacrée il y a à peine quelques jours, indique Vital Kamerhe dans son message à l'occasion de ses décès. Et puis l'information, c'est aussi au-delà de nos frontières, place à présent à la page internationale. Comme annoncé dans le sommaire, Taifa 1, le premier satellite opérationnel du Kenya, a été lancé dans l'espace. Dédié à la collecte de données utiles à la gestion de catastrophes et à l'agriculture, Taifa 1 a été conçu par une équipe de 9 ingénieurs kenyans. Le satellite apporte une contribution significative à l'économie spatiale émergente du pays et ont déclaré le ministre de la Défense et l'Agence spatiale du Kenya, Edan Funda. Taifa 1, le premier satellite opérationnel du Kenya, a été lancé dans l'espace. La Kenya Espace Agency décrit cet appareil comme un nanosatellite pesant moins de 10 kg d'une valeur de 50 millions de shillings. Le gouvernement kenyan a indiqué que Taifa 1 permettra de fournir les données satellitaires précises et régulières utilisées dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes et de la surveillance de l'environnement. Des informations importantes pour les Kenyans confrontés à 5 années consécutives
préventive des sécheresses. Conçu par une équipe de 9 ingénieurs kenyans, Taifa 1 apporte une contribution significative à l'économie spatiale émergente du pays, ont déclaré le ministère de la Défense et l'Agence spatiale du Kenya. De plus, les autorités ont l'ambition de développer la capacité technique du pays d'Afrique de l'Est sur l'ensemble de la chaîne des valeurs du développement et des applications de la technologie spatiale. En 2018, le Kenya a envoyé un premier des satellites expérimental dans l'espace. Le pays rejoint donc la liste des 13 nations africaines ayant déjà développé et lancé des engins spatiaux. La société nigériane Espace Africa a évalué à 22 le nombre de satellites conçus en Afrique en 2022. Une brève dans ces journaux en 2022-2023, la Chine supplantera l'Égypte comme premier importateur mondial de blé. Ce qu'a indiqué le département américain de l'agriculture dans ses dernières prévisions sur le marché mondial de céréales publiées hier. Et selon le département américain de l'agriculture, la mauvaise santé économique et le défi à l'accès aux devises étrangères sont à l'origine du ralentissement des importations en Égypte. Du côté de la Chine, la vigueur des achats de cours internationaux de la céréale qui, sous l'effet d'une offre abondante en Australie, dans l'Union européenne et au Canada, ont baissé en dessous de 400 $ américains à la tonne, un tarif plus avantageux que le prix intérieur. Voilà, une autre façon de vous informer, c'est à travers la lecture de différents journaux qui ont paru à Kinshasa ce mercredi. Je vous propose la revue de presse faite par Fiston Oleko. Bienvenue à cette revue de presse. Affaire Mwanga Chouchou, reconduction d'Adel Kaïnda au ministère du portefeuille, scission de la Mouka, tels sont les sujets ayant attiré l'attention de la presse congolaise ce mercredi, a constaté les journaux parus ce matin. D'abord la presse en ligne qui a été alimentée dès la matinée de ce mercredi par la mort du député national membre de l'UNC, élu du Kasaï central, John Tumba, décédé la nuit du mardi à mercredi 12 avril à Kinshasa des suites des complications respiratoires. Géopolice a mis sur sa manchette, gouvernement Sama 2, Adel Kaïnda, une action de gratitude à l'endroit du Très-Haut. Le journal note que ce mardi 11 avril 2023, il a été célébré 2 événements majeurs à la cathédrale de centenaire de l'église protestante qui a été copieusement assiégée par les membres du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, et les fidèles de l'église du Christ au Congo, ECC. Il s'agit notamment d'une part de la célébration selon les rites chrétiennes de la reconduction à la tête du ministère de portefeuille d'Adel Kaïnda, mais aussi de la célébration de son anniversaire qu'elle a voulu expressément que cela se passe en présence de la Providence. Dans son action de grâce, Adel Kaïnda s'est dite victime de son intégrité fondée sur sa foi en Jésus-Christ qui a fait que le monde des ténèbres s'est acharné sur sa personne, utilisant les réseaux sociaux pour la décourager et pour la faire abandonner l'action entreprise lui confiée par le président de la République, à savoir celle de restructurer les entreprises du portefeuille de l'État. Forum des As renchérit en indiquant que l'ancienne nouvelle ministre d'État en charge du portefeuille a saisi ce culte d'action de grâce pour ne pas verser sa colère sur ceux qui ont vilipendé son nom sur les réseaux sociaux, mais pour leur accorder un pardon sincère. En ce qui concerne le dossier sur la scission de la Mouka, la Prospérité a titré sur sa une nouvel élan, confirme Mouzito à la tête de la Mouka. Revenons sur la conférence de presse animée par le secrétaire général de ce parti, cher à Adolphe Mouzito. Le journal écrit: si Martin Fayulu l'a fait en violation de la convention si haut évoquée, parlant de la désignation de Mathieu Kalele en prenant pour tremplin les subterfuges et contre-vérités, nouvel élan a par contre agit comme par instinct d'autoconservation. Pendant ce temps, poursuit le journal, Nouvel Élan se déclare autorisé par les textes à prendre les commandes de la Mouka pour les 6 mois qui viennent. Congo Nouveau voit dans cet imbroglio entre Fayulu et Mouzito comme un acte de vente de l'ex-Bandundu Afachi pour les élections de 2023. Selon le tabloïd, en effet, la guerre entre Martin Fayulu et Adolphe Mouzito va pousser les électeurs bandundois de donner leur voix au candidat de la plateforme Union Sacrée de la Nation qui est Félix Tshisekedi. En ce qui concerne affaire Mwanga Chouchou, Africa News titre: le coffre-fort de Mwanga Chouchou livre ses secrets. À l'audience foraine de ce mardi 11 avril tenue à la prison militaire de Ndolo, à la haute cour militaire, il était question de connaître le bien découvert dans le coffre-fort qui était ouvert à la Banque centrale du Congo le mardi dernier. Le ministère public a confirmé qu'il a découvert dans les 10 coffres-forts 11 passeports, 6 passeports pour Mwanga Chouchou et 5 pour son épouse, dont 4 diplomatiques établis à Kigali, 2 ordinaires pour le premier et 3 passeports diplomatiques. Le journal Avenir renseigne pour sa part que
que le ministère public affirme avoir découvert également dans les effets de Mwanga Chouchou quelques preuves qui confirment que l'élu de Massissi serait membre de la diaspora rwandaise et actionnaire de la compagnie d'aviation nationale rwandaise appelée Rwandair. D'autres documents détenus par la justice congolaise indiquent que Mwanga Chouchou était promoteur de plusieurs projets de développement au Rwanda, ce qui justifie ses multiples voyages à Kigali. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous allons mettre un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Après le retrait du M23, plusieurs fosses communes et de restes humains ont été découverts à Kishiché au nord Kivu. Le village de Kishiché porte déjà le surnom de village martyr. Et puis, le Kenya a lancé son premier satellite dénommé Taifa 1 qui va apporter une contribution significative à l'économie du pays. Ce satellite est dédié à la collecte des données liées à la gestion de catastrophes et à l'agriculture. Voilà, c'en est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme des Géopolis télévisés. Et tout à l'heure, à 21h, vous allez suivre la Ligue de Champions qui vous sera commentée par Blessed Kozola. La rencontre entre le Real de Madrid et Chelsea. Et puis, l'information va continuer dans son site web www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.